Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Et là, j'en viens à mon deuxième point qui est l'économie. On se retrouve en fait face à un problème au tournant des années 2000. On se rend compte que la Chine en fait est monopolistique, quasi monopolistique, en tout cas prépondérante sur la majorité de la production de ces minerais rares. Il y a une liste que j'ai mise en annexe 3 du livre qui indique en fait précisément quels sont les grands pays producteurs de métaux rares. Et là, en fait, tout de suite, ça saute aux yeux quand on la regarde, on voit que c'est la Chine. La Chine, aujourd'hui, produit 87% d'antimoine, 82% du bismuth, 67% du germanium, 87% du magnésium, et ainsi de suite. Vous savez, depuis 1973, il y a un problème avec l'OPEP du pétrole. Ça nous fait des misères parce que nous avons 14 pays qui tiennent 40% de la production mondiale de pétrole. Et là, vous avez un pays qui tient jusqu'à 95% de la production mondiale de ces métaux rares qui sont présentés comme le pétrole du XXIe siècle. Au tournant des années 2000, dans le monde des matières premières, on a commencé à constater qu'en fait, les exportations de métaux rares et de terres rares chinoises à destination du reste du monde freinaient. Qu'il y avait des quotas à l'exportation qui étaient mis en place, probablement en contravention avec les règles de l'OMC, et qu'en fait nous manquions de ces métaux rares. Jusqu'à un embargo qui a lieu en septembre 2010, sur fond de tension avec le Japon, plus de terres rares pendant 6 mois au Japon. Le Chinois avait tout simplement stoppé la production de terres rares, l'exportation de terres rares, y compris d'ailleurs à l'endroit des États-Unis. Ça remonte quand même jusqu'à Obama. Obama a fait un discours à la Maison-Blanche, sur le perron de la Maison-Blanche, pour expliquer que les États-Unis vont lancer une plainte devant l'OMC contre la Chine pour contravention au principe de libre circulation des matières premières selon les règles de l'OMC. Et là, en fait, le monde sort de sa gueule de bois à ce moment-là. Je pense qu'il y a un moment, il y a une prise de conscience où on se dit, mais en fait, on a laissé complètement le leadership de ces métaux, du pétrole du XXIe siècle, en fait, à un pays qui est en train de nous imposer un chantage aux matières premières. Et ce chantage, il tient en fait en 3 mots, c'est technologie contre ressources. Je m'explique. Le monde dans lequel les pays occidentaux viendraient s'approvisionner en matières premières chez les Africains, par exemple, repartir avec la matière et la valeur ajoutée, c'est terminé selon les Chinois. Les Chinois vous disent, nous on a la matière, mais on ne va pas vouloir vous la vendre telle qu'elle. En revanche, donc on va limiter les exportations, c'est ce que l'on fait avec ces quotas. En revanche, vous pouvez, si vous voulez, venir avec vos industries en Chine, et là vous aurez un accès limité à la matière. Donc, de deux choses l'une, soit je suis un occidental responsable, technologie industrielle occidentale, et mon industrie tourne au ralenti faute de ressources suffisantes, soit je joue le jeu de ce deal, je m'exporte aux États-Unis, je me délocalise en Chine, et au moins comme ça, mes usines peuvent tourner à plein régime. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle les industriels occidentaux sont partis en Chine. Ils sont partis en Chine parce que le coût de la main-d'œuvre était moindre, parce que l'yuan était sous-évalué, parce qu'il y a un marché intérieur extrêmement important qui n'est pas mature. Mais les métaux rares ont joué dans ce processus de décision qui incitait les industriels à partir vers la Chine pour avoir accès aux matières premières. Simplement, à partir du moment où on vous donne la matière première, vous allez venir avec vos industries, donc avec peut-être des emplois, en tout cas avec les employés les plus qualifiés qui ont le savoir. Vous allez transmettre votre savoir à des employés chinois, vous allez venir avec votre laboratoire de recherche et de développement, et puis vous allez venir avec vos brevets. Et nous, les Chinois, ce qu'on fait généralement quand une industrie occidentale vient, on fait une joint venture, une co-entreprise à 51% détenue par les Chinois. Et donc tout ce qui va passer comme brevet par l'usine et l'usine, en fait, ça va être réinnové, co-innové par les Chinois qui vont changer 4 virgules et pouvoir mettre un tampon Made in China. Et donc, en fait, les Chinois ont été capables, grâce à cela, à apprendre de nous. Ils ne veulent pas seulement produire le minerai, ils veulent en fait produire le composant qui est fabriqué à partir du minerai. Ils ne veulent pas seulement fabriquer le composant, ils veulent fabriquer la pièce détachée qui est fabriquée à partir du composant. Ils ne veulent pas forcément seulement fabriquer le composant, ils veulent fabriquer le produit fini qui est fabriqué à la base du composant. L'idée pour la Chine, c'est de remonter, enfin plutôt de descendre en fait, la chaîne aval et de maîtriser aussi bien l'amont que l'aval. Donc nous, occidentaux, qui pensions dans les années 80 qu'il suffisait de donner les jobs à faible valeur ajoutée, très sales en Chine, en leur laissant juste l'aval minier, ce qu'on n'avait pas compris, c'est qu'eux avaient déjà pensé qu'en fait, grâce à l'amont minier, ils pourraient remonter jusqu'à l'aval. De fait, de pouvoir reconstituer une chaîne intégrée sur ces technologies utilisatrices de ces métaux. De quelle technologie parle-t-on? Des éoliennes, des panneaux solaires, des voitures électriques, des batteries de voitures électriques, et ainsi de suite. La Chine, aujourd'hui, est la première puissance verte du monde.
Alors je sais que c'est un peu paradoxal ce que je vous dis, parce qu'on se dit, bah, la Chine, c'est un pays très sale, l'un des premiers pays pollueurs de la planète, 28% des émissions de carbone à l'échelle du monde, oui, mais c'est aussi le pays qui est leader dans toutes les technologies de la transition énergétique. C'est le premier pays en production en fabrication d'éoliennes, en fabrication de panneaux solaires, d'où aussi la raison pour laquelle Trump essaye de freiner ça, parce qu'en fait, ils inondent le monde entier avec des panneaux solaires à bas coût, et puis ça tue la concurrence occidentale. La Chine, en 2020, produira 80% des batteries mondiales. Les batteries des voitures électriques. La batterie, c'est 50% de la valeur d'une voiture électrique. Donc vous avez en fait aujourd'hui un pays qui s'affiche comme celui qui en fait tire le meilleur parti économique de cette transition écologique, qui est en train de récupérer tous les emplois verts. Et le but de la Chine, c'est de profiter de ce changement, de ce basculement énergétique d'un monde d'énergie sale vers un monde d'énergie propre, en tout cas différent, pour en fait disrupter les autres. Les Chinois, ça fait 100 ans qu'ils nous courent après sur cette histoire de moteur thermique. Ils n'arrivent pas à nous dépasser. Nous avons encore le leadership sur le moteur thermique. Et là, Carlos Tavares, le PDG de PSA Renault, vient à Francfort en septembre 2017 et il dit « Aujourd'hui, les Chinois sont en train de reprendre le leadership sur la mobilité parce qu'en fait, nous changeons de technologie et ils sont déjà en avance sur ces technologies-là. » Et donc, en fait, Tavares, qui outre que pendant ce discours-là, il a aussi pointé l'impact écologique des voitures électriques qui est très mal connu, il a aussi dit, en fait, nous sommes en train de nous faire disrupter par les Chinois et le leadership de l'électromobilité est en train d'être chinois. Et j'étais à Bruxelles en décembre et j'en parlais avec quelqu'un qui était dans la task force de l'Airbus de la batterie que la Commission européenne voudrait mettre en place pour en fait faire de l'Europe quand même un centre de production et de création et de réflexion en termes d'innovation sur les batteries des voitures électriques. Et il disait, on a été disrupté par les Chinois qui aujourd'hui en fait ont récupéré le marché et notre seul espoir de les redépasser, c'est en fait de créer des nouvelles générations de batteries qui seront plus efficaces et on les redisruptera, on espère, dans 5 ans. Donc en fait, on a basculé dans un modèle qui en fait est un modèle qui n'est pas à notre avantage. Nous étions dans un modèle, Trump nous dit quand même quelque chose de très intéressant. Trump nous dit en fait, j'ai pas envie d'aller dans cette direction-là. Bon, c'est pas bien, on est d'accord. Il ne s'agit pas de rouvrir des mines de charbon, c'est pas ce que je soutiens. Mais quelque part, en fait, Trump, il est en train de dire, mais pourquoi est-ce que je changerais un modèle énergétique qui gagne? Pendant 100 ans, on a été les rois du pétrole. Soit qu'on l'a produit, soit qu'on a réussi à en sécuriser les approvisionnements en étant, grâce au pacte du Quincy que vous connaissez, passé dans les années 40 avec les Saoudiens. Pendant ce siècle-là, nous avons en fait eu un accès à une énergie qui était quasiment illimitée, qui nous a permis de développer un tissu industriel sur lequel nous avons pu être leaders. Et on est en train de passer dans un monde où nous n'avons ni la matière et où nous sommes en retard sur les Chinois. Je peux comprendre, quelque part, si vous puissiez me permettre cette incise, que Trump tienne ce raisonnement-là. Alors, plutôt que de monter sur le ring de boxe et de se battre avec les Chinois, il descend, il va se planquer. Donc c'est pas la solution. Mais le raisonnement qui consiste à dire pourquoi est-ce que je change un modèle économique qui gagne, je peux l'entendre quelque part. Et encore une fois, ça fait pas de moi un pro-Trump. Les Chinois aujourd'hui sont en train de devenir les grands gagnants de la transition écologique, les grands gagnants économiques de la transition énergétique. Ils sont les grands perdants écologiques, mais ils sont les grands gagnants économiques. Et nous, occidentaux, qui nous glorifions de cette transition parce qu'elle va créer des emplois, en réalité, nous sommes derrière les Chinois sur l'ensemble de cette production d'énergie verte et de technologie verte. Trump constate autre chose. Il constate en fait qu'on a besoin de ces métaux pour la transition énergétique, mais qu'aussi toutes les armées du monde entier ont besoin de ces métaux. Il constate que les Américains ont vendu aux Chinois, dans des conditions extrêmement troubles, au détour des années 90-2000, des fabricants d'aimants de néodyme, d'aimants de terres rares, qui sont indispensables au fonctionnement des technologies militaires, telles que les missiles de haute précision. Et que, en fait, cette perte de souveraineté minérale sur l'amont minier, que sont les mines, puisqu'ils ont fermé leurs mines, et la production des aimants de terres rares, fait qu'ils sont obligés d'aller se fournir en Chine pour certains composants de leurs armements. Trump passe à un ordre exécutif le 20 ou le 22 décembre 2017 et il dit « Sécurité nationale, il faut réouvrir des mines aux États-Unis, il faut relancer la production de minerais, y compris améliorer le recyclage de ces minerais, puisqu'on recycle très peu ces minerais rares, de façon à ce que nous regagnions une forme de souveraineté pour ne pas dépendre des Chinois qui resserrent le nœud coulant. » Donc en fait, nous rentrons dans la troisième partie qui est la partie géopolitique.
les Américains se rendent compte qu'en fait, ils sont quelque part un peu dépendants des Chinois pour leurs approvisionnements en métaux rares. Et je ne rentrerai pas trop dans le détail, on n'a pas le temps, et puis vous pourrez peut-être le lire, mais en fait, ils se sont même rendus compte que pour faire voler leur F-35, qui est quand même le révolutionnaire avion de combat américain, qui est un peu l'équivalent du Rafale, eh bien en fait, ils avaient besoin de lever un embargo militaire américain sur la Chine à l'endroit de l'exportation des métaux rares, et de faire une exception sur l'embargo de façon à ce que les métaux rares puissent rentrer aux États-Unis pour truffer les F-35 de métaux rares. Et donc ça pose, dans l'esprit de Donald Trump, America First, ça pose un certain nombre de problèmes. On ne peut pas, dans ma logique nationaliste à moi, dépendre de ces métaux rares. Et je ne peux pas dépendre de la Chine. Les Chinois sont très en retard sur les Américains sur toutes ces questions d'armement. Quand on regarde les dépenses mondiales, je crois que les Américains, c'est 40% des dépenses mondiales d'armement, les Chinois, c'est 8%. Mais les Chinois ont besoin de ces métaux rares parce que grâce aux métaux rares et aux technologies d'aimants américaines sur lesquelles ils ont mis la main, en fait, ils peuvent développer des programmes de missiles intelligents dont ils ont besoin. Vous savez, les Chinois ont une diplomatie, une politique du déni d'accès en mer de Chine. C'est-à-dire qu'en fait, au nom de la souveraineté sur les mers qui environnent les côtes chinoises, ils essayent d'interdire en fait le trafic, le trafic maritime sur ces zones-là. Or, cette zone, c'est l'une des grandes zones, la mer de Chine, par laquelle transite notamment le pétrole. Donc, il y a cette logique chinoise à laquelle vient s'opposer une logique américaine qui consiste à dire liberté des mers, il faut que le commerce se fasse. Ça permet aussi aux Américains, enfin, les Américains sont aussi là, bien sûr, pour d'autres raisons que la liberté du commerce. Leur présence dans le Pacifique est une présence qui est extrêmement gênante pour les Chinois. Il y a des escarmouches très régulièrement. Les Chinois aujourd'hui, dans cette logique d'affrontement entre la Chine et entre la Chine et les États-Unis, en fait, ont des armes qui sont plus efficaces aujourd'hui, ont des missiles tueurs de porte-avions, si tant est qu'on puisse tuer un porte-avions. C'est très compliqué de dézinguer un porte-avions, mais qui sont beaucoup plus efficients avec ces aimants de terre rares qu'ils ont acquis aux Américains, tout à leur stratégie de remonter de la chaîne aval, de descendre de la chaîne aval, que s'ils ne les avaient pas. Et donc ça réinvente aussi le rapport de force dans les relations internationales et dans cette tension qui se matérialise d'un point de vue physique et militaire dans cette zone de Chine, de la mer de Chine méridionale. Trump constate ça, il dit donc qu'il faut relancer les mines, et d'une façon générale, se pose la question de la relance des mines. Puisque quand vous constatez que vous êtes dépendant de la Chine pour ces métaux qui sont de plus en plus importants, dont le coût va exploser, qui sont rares dans la mesure où, comme je vous ai expliqué, il faut beaucoup d'efforts pour aller les extraire, mais pas si rares que ça, parce qu'en fait on pourrait trouver des mines partout, mais où il y a aussi une rareté d'ordre industriel, parce qu'il ne suffit pas de dire ce métal existe en abondance dans un gisement, encore faut-il ouvrir une mine, et ouvrir une mine ça prend du temps, ça prend 20 ans pour ouvrir une mine. Entre le moment où vous dites, tiens, il y a peut-être quelque chose là, et puis je commence à creuser, il se passe 20 ans. Et donc, tout le monde se dit, en ce moment, il y a des frémissements qui consistent à se dire, on ne peut pas laisser cette situation perdurer, il va falloir que nous réouvrions des mines alternatives de métaux rares pour en fait contourner le monopole chinois et plus généralement pour répondre à ce défi d'avoir suffisamment de matière pour cette transition énergétique. Parce que aurons-nous assez de matière ? On pense cette transition hors sol, mais à un moment, si vous n'avez pas assez de cobalt, pas assez de terres rares, pas assez de graphite, parce que soit le métal n'existe plus, soit parce qu'il n'y a pas assez d'outils industriels pour le transformer, en fait, cette transition ne se fait pas. Et donc, il va bien falloir aller sécuriser ces accès. Et c'est là aussi qu'il y a une nouvelle géopolitique qui se met en place. On quitte la géopolitique du pétrole ? Peut-être, très bien. On ne dépendra plus de la monarchie, des monarchies pétrolières du Moyen-Orient. Mais simplement, eh bien, en fait, la géopolitique se déplace. Et c'est une nouvelle géopolitique de l'énergie qui se met en place, qui est une géopolitique des métaux rares. Avec des centaines de mines qui vont s'ouvrir absolument partout, d'ores et déjà dès aujourd'hui et dans les décennies qui viennent, pour sécuriser ces accès-là. Parce que vous pouvez toujours substituer tel métal par tel autre, vous pouvez toujours essayer de recycler un peu. Il n'empêche que les besoins sont tellement forts, tellement exponentiels, que de toute façon, il faudra ouvrir des mines. Et donc, quels seront les grands pays du monde? Quelles seront les nouvelles pétromonarchies demain? Est-ce que ce seront les pays du Moyen-Orient avec leurs ressources gigantesques de lithium? Certainement. Est-ce que ce sera peut-être le Congo, s'il arrive à un peu plus garder sur son territoire la valeur ajoutée de ses produits? Peut-être qu'Abila vient de faire passer une réforme du code minier pour que davantage de valeur de ces minerais reste sur le territoire congolais. Est-ce que ce sera l'Afrique du Sud avec ses platénoïdes? Est-ce que ce sera l'Indonésie, grande puissance minière? Est-ce que ce sera avec notamment du nickel? Est-ce que ce sera la Russie, qui est riche de nickel également? Tous ces pays-là, en fait, pourraient finalement, dans le vide géopolitique laissé par
toute chose égale par ailleurs, la moindre importance donnée au charbon et au pétrole, parce que le pétrole et le charbon resteront des ressources excessivement importantes dans les mix énergétiques de demain, mais peut-être que finalement cette géopolitique va se déplacer, et bien évidemment il y a un pays qui voudrait tirer les marrons du feu, c'est la Chine. Parce que la Chine n'a pas seulement aujourd'hui le monopole ou quasi-monopole de nombreux métaux rares, mais elle rachète toutes les mines partout sur Terre. Faut-il réouvrir des mines en France alors ? La question peut se poser dans cette logique. Si on parle d'indépendance énergétique, d'indépendance alimentaire, pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas d'indépendance minérale ? Je pose la question. La France est un géant du tungstène, potentiellement. La France pourrait ouvrir des mines de tungstène. Alors simplement, et l'Europe en général, simplement, le débat en France est très compliqué parce que, comme vous savez, on a un passé minier avec des désastres environnementaux excessivement forts en France et personne ne veut entendre parler de mines en France. Ce que je peux tout à fait comprendre. Maintenant, personnellement, je donne mon point de vue et je l'assume, je pense qu'il faut rouvrir des mines en France. Et je pense que c'est même une excellente décision écologique. Ça ne fait pas plaisir de le dire, hein, mais d'abord, ça nous permettrait d'avoir une meilleure souveraineté minérale par rapport à dans ces enjeux-là, compte tenu de ces enjeux-là. Et deuxième chose, ce serait une bonne décision écologique, parce que si jamais nous rouvrions des mines de métaux rares en France, le métal rare qui serait extrait du sous-sol français et dont l'extraction serait respectueuse des réglementations locales françaises, ce métal rare serait toujours moins sale que le métal rare que nous achetons aux Chinois, dans les conditions anarchiques que j'ai vues. Donc nous remettrions en marche un cercle vertueux de production d'énergie verte qui serait un peu plus propre ou un peu moins sale, puisque le métal qui les contient, les métaux qui se trouvent à l'intérieur, ont eux-mêmes été extraits dans des conditions environnementalement moins sales. Donc pour moi, cette logique se tient. Et si on faisait ça en France, aux États-Unis, je ne sais où, dans des conditions effectivement meilleures, eh bien de fait, le minerai serait moins sale. Ensuite, il va peut-être falloir que nous regardions la réalité en face. Le monde, la transition écologique est une transition métallique. On déplace les problèmes. On déplace les problèmes des champs de pétrole vers les mines. Et avec ces problèmes-là, on déplace les enjeux écologiques qui vont aller croissant. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On continue de se mettre la tête dans la terre, faire la politique de l'autruche, on dit non, ça ne nous regarde pas, on ira chercher ces métaux ailleurs, pas chez nous. Ou est-ce que, mu par une certaine éthique de responsabilité, on se dit, bah oui, mais finalement, voilà, moi je représente Français, ou nous Français représentons je ne sais combien de la production de tungstène dans le monde. Nous avons besoin de 4% des terres rares à hauteur de notre PIB, de notre importance de l'économie française dans le PIB mondial. Et peut-être qu'il faudrait que nous assumions davantage ce fardeau écologique de la transition énergétique et que nous allions finalement assumer cela jusque sur notre terrain. Peut-être que si, sous mes fenêtres, était ouverte une mine de métaux rares dont je savais qu'elle avait permis à mon téléphone de fonctionner, et qu'elle permettait directement à ma mère de prendre une voiture électrique pour aller au bureau, peut-être que je regarderais mon téléphone et ma voiture électrique différemment. Parce que ce que je vous raconte, c'est pas des secrets, c'est pas des secrets d'État, tout ce que je vous raconte. C'est des documents officiels, c'est des documentaires qui ont déjà été réalisés avant. Et pourtant, rien ne change. Alors qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça change ? Est-ce qu'il ne faut pas ce choc salutaire d'avoir une mine sous nos yeux pour réellement prendre conscience effarée de ce qu'il en coûte d'être écolo ? Et peut-être qu'à cette condition-là, peut-être que nous exigerions de tous nos politiques qu'ils passent des lois pour que 100% des métaux rares soient recyclés. Je précise qu'on en recycle pour certains moins d'1%. Pour que nous substituions des métaux plus énergivores par des métaux moins énergivores, pour qu'on interdise l'obsolescence programmée des téléphones portables, c'est un scandale, pour que nous passions tout un tas de réglementations qui peut-être permettraient davantage de sobriété, de façon finalement à réellement faire ce qu'il faut pour basculer dans ce nouveau monde de transition écologique qui n'est pas allé, qui pour le moment ne nous emmène pas suffisamment loin par rapport aux enjeux qui s'étaient assignés. Que faut-il faire ? J'ai esquissé quelques solutions, je ne les ai pas toutes. Simplement, cette transition, pour moi, après avoir compris tout ce qu'il en coûtait en métaux rares, je l'analyse comme une transition finalement assez paresseuse. Elle ronronne. D'abord, elle est naïve et elle est paresseuse. On ne peut pas penser qu'il suffira juste d'aller faire des nouvelles technologies pour que tout se règle comme par miracle. Et je pense qu'il y a une facilité, finalement, à succomber à une publicité pour une voiture électrique qui nous montre qu'on fait de l'écolo lorsqu'on roule en voiture électrique. C'est trop simple. Cette transition, elle exige beaucoup plus de nous que ce simplisme, que ce solutionnisme technologique-là. Cette transition est paresseuse. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut un saut technologique, mais qui s'accompagne de sauts de conscience. Quels seraient ces sauts de conscience ?
Rationaliser la matière, c'est indispensable. Nous gaspillons. Il faut la rationaliser en recyclant, en substituant, en éco-concevant des produits. Quelqu'un peut-être chez vous a un Fairphone. Un Fairphone, c'est un téléphone portable qui peut en fait être démonté. Et si par exemple la pile en bas à droite de votre téléphone portable ne fonctionne plus, eh bien vous allez juste changer la pile. Vous n'allez pas jeter le téléphone. Bon, ça typiquement, c'est une manière de rationaliser la matière. On pourrait peut-être davantage aussi réfléchir à des enjeux. Donc en fait, cela nous permettrait d'être plus sobres dans notre mode de consommation. C'est le minimum de toute façon, parce que si nous ne rationalisons pas la matière ne sera plus demain rationalisée, elle sera rationnée. On ira vers des pénuries telles qu'il faudra rationner la matière. Donc il y a évidemment tout un enjeu, beaucoup plus de sagesse quasiment et de sobriété auquel il faut réfléchir, qu'il faut mettre en place, de manière en fait à avoir un rapport à cette matière et à nos technologies qui soit plus sobre. Pardon de me répéter un petit peu. Je ne sais pas si ça m'emmène jusqu'à dire qu'il faut être décroissant. Moi personnellement, je suis très mal à l'aise avec ces questions-là et je ne suis pas militant en aucune manière sur ces questions politiques-là. Mais en tout cas, la sobriété, en tout cas de consommation de matières premières, doit être pensée comme étant non pas une régression, mais un progrès. Et finalement, je vous laisse avec cette phrase de cet expert que j'aime beaucoup et qui dit, en fait, nous n'avons pas de problème de matières rares. En fait, nous avons des problèmes de matières grises.